Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Longshot, une émission sur le basket et le cinéma, et dans laquelle j'ai jusqu'ici beaucoup parlé des États-Unis. Certains d'entre vous me diront que c'est normal, étant donné la domination d'Hollywood et de la NBA dans leurs domaines respectifs. Mais ce serait oublier que ce n'est pas parce que la culture d'un autre pays est moins connue ou possède un budget moindre qu'elle en est moins intéressante ou moins populaire localement. En France, on entend à peine parler du basket bosnien alors que le sport est une religion là-bas. Et on ne voit aucun film nigérian sur nos écrans alors que Nollywood soutient quasi à lui seul l'économie du pays. Et aujourd'hui, on va parler d'une de ces provinces ignorées, le Taïwan. Shaolin Soccer est un film hongkongais qui a rencontré un succès planétaire dans les années 2000, charmant les cinéphiles de plusieurs continents par son humour, parfois subtil et parfois déjanté, son hommage aux films de kung-fu et sa parodie des films de sport. Un triomphe probablement inespéré si l'on considère que le film n'est sorti que très localement en juillet 2001, avant de parcourir le monde en 2002, 2003 et 2004. C'est grâce à ce film que Stephen Chow, son réalisateur, scénariste et acteur principal, a pu rendre un hommage complet au film d'arts martiaux en 2004 avec Kung Fu Hustle. Et on peut aussi remercier Shaolin Soccer pour être l'inspiration du film dont on va parler aujourd'hui, Kung Fu Dunk, un film taïwanais sorti en 2008 qui mixe le Kung Fu et le basket. Le réalisateur de Kung Fu Dunk, Kevin Chu, a indiqué qu'il avait déjà imaginé dans les années 90 que les arts martiaux et le basket iraient bien ensemble, mais je pense que personne n'y croit vraiment. Chu est un réalisateur prolifique qui a fait pas moins de 56 films en l'espace de 25 ans et qui se serait déjà défini comme une usine à films plutôt qu'un cinéaste, donc c'est pas vraiment le genre à avoir du temps pour des idées originales. Kevin Chu a coécrit le film en compagnie de Yu Chen Wang, dont c'est le premier boulot en tant que scénariste, et de Chu Wong Lam, qui possède une dizaine de scripts à son actif. La star du film est Jay Chou, un chanteur pop ultra célèbre en Asie. Chu a fait ses débuts au cinéma en 2005, il est apparu depuis dans le Green Hornet version Seth Rogen, un film que je trouve très drôle mais qui est malheureusement passé inaperçu. Pour l'épauler, la production a fait appel à l'expérimenté Eric Tsang, à la canado-hongkongaise Charlene Choi, qui a elle aussi débuté dans la musique, et à Bolin Chen, un acteur taïwanais qui a par la suite joué dans le film Kung Fu Hip Hop 2. Bon, pour être un peu plus sympa, il a aussi gagné un Emmy taïwanais en 2012. Bref, tout ce beau monde se retrouve en mai 2007 pour tourner le film avec l'aide du cascadeur en chef Xiu Tung Ching qui a également bossé sur Shaolin Soccer, ce dont le DVD est très fier. Kung Fu Dunk sort le 7 février 2008 à Taïwan, en Malaisie, à Hong Kong et à Singapour, puis arrivera en France le 20 août 2008 pour ce qui sera sa seule sortie dans un pays non asiatique. Ne me demandez pas pourquoi, j'en ai absolument aucune idée. Le héros du film est Shiji, un jeune étudiant bien sympathique qui a dû survivre à 2 traumatismes dans son enfance. Le premier, c'est qu'il fut abandonné alors qu'il n'était encore qu'un bébé. Le deuxième, c'est d'avoir vu son maître Shaolin s'auto-congeler à mort en essayant de retourner le cours du temps. On retrouve Shiji quelques années plus tard, sous les traits de Jay Chou, réduit à faire le punching bag dans le temple qu'il a recueilli. Pour relâcher la frustration de cette situation, Shiji fait des ricochets dans un parc, mais quand il se rend compte que c'est pas assez badass, il jette des canettes à la poubelle qui se trouve 15 mètres plus loin par la force du montage épileptique. Un mec qui passait par là, fasciné par la précision du jeune homme, décide de le prendre sous son aile et de faire fructifier son talent, et ok, on est déjà à la scène suivante, pourquoi pas me direz-vous. Donc on nous présente un premier méchant que nos 2 héros tentent d'escroquer grâce au sport. Et comme vous connaissez le titre du film et que c'est le sujet principal de mes vidéos, vous savez déjà que ce sport c'est les fléchettes, bien entendu. Bon, essayer d'attirer un public british c'est bien gentil, mais c'est pas folichon. Donc le film nous propose une bonne scène de baston pour nous réveiller un peu. Après avoir démonté tous ses adversaires et la boîte de nuit qui allait avec, Shiji est de retour au temple où il se fait dénoncer par un de ses camarades. Puni, il se fait fracasser la gueule de façon très sérieuse pour une comédie et se fait exclure du temple. À la sortie, il retrouve le type de la veille qui veut devenir son agent, encore faut-il trouver le meilleur domaine pour exploiter son talent. Le jeune homme n'étant pas vraiment fan de foot, le basket est choisi un peu au hasard. L'agent n'essaye pas de vendre le joueur, mais plutôt un produit ou une histoire. Shiji n'est pas n'importe quel basketteur, c'est un orphelin qui cherche ses parents à travers le basket. Et ça marche, puisque Shiji est recruté par la First University, mais avant de pouvoir intégrer l'équipe, il va devoir battre son capitaine en 1 contre 1. Le capitaine de l'équipe est un joueur alcoolique, cool et ténébreux, qui s'en va dunker à toute vitesse sur la première action du petit match. Shiji prend le ballon, tire de très loin et marque. En même temps, c'est tout de suite plus facile quand le trait de caractère principal pour ton personnage, c'est de réussir tous tes shoots.
Alors pour faire remonter le suspense, il y a bien un mec qui dit mais ça revient jamais dans le film. Après 2-3 scènes de remplissage, on débarque au beau milieu du premier match contre les Almighty. Shiji cire le banc, mais le capitaine lui demande de rentrer en jeu vers la fin du match. Pourquoi c'est le capitaine qui décide de ça? Je sais pas, je crois qu'il n'y a pas vraiment de coach en fait. Il y a bien elle, la sœur du capitaine et la love interest du héros, mais son rôle autour de l'équipe n'est jamais vraiment déterminé. De toute façon, c'est complètement le bordel, sur ce banc il y a même l'agent de Shiji. Bref, notre héros rentre en jeu et, cliché des films de sport numéro 52, il plane complètement, déjoue, mais se reprend d'un coup et tout le monde fait de ça. Waouh, t'es assez moyen! Et puis là, il y a un arrêt sur image comme si le film était fini. Alors qu'en fait, pas du tout! On arrive tout juste au montage d'entraînement, dans lequel Shiji s'attache à l'arrière du bus, bonne chance sur l'autoroute, et apprend le maniement du ballon. Mais comme un basketteur de 16 ans drogué à la NBA, Shiji ne veut qu'une seule chose, dunker. On pourrait croire que ça devrait pas lui poser trop de problèmes vu qu'il peut sauter à 15 mètres de haut, mais en fait apparemment si. Ne vous inquiétez pas trop, le conflit est réglé en même pas 2 minutes. On a un nouveau montage de match avec plein d'acrobaties et on se retrouve à la veille de la finale contre Fireball. Le film nous apporte un nouveau méchant, capitaine de l'équipe de Fireball, qui jouait auparavant pour la First University avant de trahir tout le monde. Le soir de la finale, Fireball débarque avec des uniformes pas forcément homologués et des joueurs bannis du championnat du Japon parce qu'on avait des doutes sur qui étaient les méchants. Le match commence et bien sûr toute la First University perd son basket, saute dans tous les sens et ses meilleurs joueurs se font casser les bras. Pour essayer de sauver l'honneur, Shiji fait un peu nimp et se la joue Jean-Claude Poupon. On voit la supériorité de Jean-Claude. Ah oui, le cocorico encore frappé, nous en sommes fiers. Le panache à la française. Ça, c'est formidable. Et regardez comme il est content. C'est alors qu'une personne mystérieuse élabore un plan machiavélique et subtil pour stopper le match. Couper le courant à la hache. La deuxième partie du match est reportée à 3 jours plus tard, un temps que le film va utiliser non pas pour renforcer l'équipe, mais pour passer des flashbacks un peu inutiles. Le jour du rematch, 4 des maîtres Shaolin du début viennent péter la gueule à l'équipe adverse et apparemment ça plaît vachement au public. L'arbitre les expulse parce qu'il faut pas déconner quand même, mais ils ont le temps de guérir les blessés et voilà nos héros complètement requinqués pour la fin du match. De 36-10, on passe à 66-56, ce qui est un peu absurde puisqu'au final les joueurs de la First University sont pas plus forts qu'avant. Mais c'est clair que c'est tout de suite plus simple quand tes adversaires se sont pris un tank dans la tronche. On assiste à un beau concours de dunk sur trampoline pendant le 4e quart-temps et les deux équipes sont au coude à coude, 97-96, avec une poignée de secondes à jouer. C'est alors que Shiji se fait défoncer le genou à coups de batte. Il reçoit malgré tout le ballon pour le dernier shoot, qu'il prend à la dernière seconde. Et oui, le président de l'université des méchants avait payé l'arbitre. Il y a bien un mec qui crie. Mais on lui explique gentiment que la règle du goaltending est réservée pour les joueurs et non les arbitres, et que donc elle n'est pas applicable ici. Ce qui est à la fois complètement con et complètement logique. Donc Fireball a gagné et fait péter les confettis, ce qui va rappeler à Shiji la fois où son mentor avait gagné un prix Darwin. Dans une scène un peu perchée mais avec des effets spéciaux bien cool, Shiji remonte le temps jusqu'à son shoot à la dernière seconde. Cette fois-ci, il ne tire pas mais fait une passe. Son coéquipier fait un tourniquet dunk, ce qui est suffisant semble-t-il pour éviter l'intervention de l'arbitre, et termine par une shaquille. La First University a gagné, à la dernière seconde, il y a une leçon balancée à la va-vite sur l'importance du collectif et du travail d'équipe, Shiji retrouve son père biologique qui est en fait un mec méga riche et très malade qui n'a pas d'autre héritier, mais notre héros refuse tout ça pour aller vivre avec son agent. Et c'est la fin. Kung Fu Dunk a un énorme potentiel. Les scènes de baston et de basket sont divertissantes, il y a de très bons moments comiques et quelques vannes plutôt légères, Jay Chou a une gueule bien sympathique et Eric Tsang apporte le piment nécessaire pour compenser les lacunes de la star. Côté basket, les séquences sur trampoline sont bien imaginées, filmées et montées, avec des passages au ralenti pour nous faire apprécier la chorégraphie. Et si le film n'est jamais parti pour le réalisme de jeu, c'est intéressant de voir qu'il suit grosso modo le format du championnat universitaire chinois, avec des matchs à élimination directe, même si en vrai, le Cuba rameute un peu moins de monde.
Certains des acteurs n'avaient jamais pratiqué le basket avant le film, mais tous ont pu apprendre auprès des basketteurs pros ou semi-pros qui faisaient les figurants, ce qui donne à l'écran des joueurs plutôt crédibles. Donc si le film se reposait plus sur ces éléments-là, ça pourrait donner quelque chose de solide. Malheureusement, je pense que Kung Fu Dunk est basé sur un brouillon. Il y a un mec qui a écrit un synopsis de 10 lignes sur un coin de table, et un autre a rajouté dans les marges quelques petits éléments qu'il trouvait intéressants. Et au premier jour de tournage, ils se sont rendus compte qu'ils avaient oublié de le mettre propre. On se retrouve du coup avec du basket et du kung-fu au centre, et à côté de ça, des arcs scénaristiques sont entamés, puis oubliés avant d'être résolus vite fait à la fin. La recherche des parents de Shiji, c'est fabriqué par son agent, il y a juste sur le match final qu'on s'y intéresse un peu. On donne à la romance une scène toutes les 25 minutes avant de conclure ça à l'arrache juste avant le générique. Il n'y a pas de conflit entre le joueur et son agent, et pas non plus entre lui et son équipe. Ce film n'a aucun élément perturbateur principal. En plus de ça, le film suit tous les poncifs des films de sport, avec l'équipe pas du tout favorite, les grands méchants pas gentils, le tir à la dernière seconde, etc. etc. La seule originalité étant ce moment à la fin qui m'a honnêtement fait bien marrer. La plupart des acteurs principaux sont lisses, les personnages ne sont pas creusés, et même le héros ne ressort pas du lot. Pour chaque blague qui fonctionne, il y en a une autre qui tombe à plat, et même les moments que j'ai trouvé cool auraient pu gagner en subtilité. Maintenant, Kung Fu Dunk n'avait pas vraiment d'ambition. Le film s'appelle Kung Fu Dunk, les mecs voulaient clairement pas aller chercher l'Oscar. Mais on atteint là un nouveau problème. Le concept de mélanger arts martiaux et basket, ça peut le faire, mais faire reposer tout un long métrage là-dessus, ça demande des idées originales, des règles bien claires, une connaissance approfondie du sport, et surtout ne pas trop se prendre au sérieux. Le film fait tout le contraire. Par exemple, on doit accepter d'emblée que le Kung Fu Shaolin, ça se marie parfaitement avec le basket. Ce serait pas un peu stéréotyper le basket et le Kung Fu ? Il suffit pas juste de lancer le ballon fort et de sauter haut pour être bon au basket. Rien que pour le shoot, il y a toute une mécanique à apprendre et à appliquer jusqu'à ce que ça devienne un automatisme. Ici, dès le début, Shiji met absolument tous ses shoots. On devine que c'est parce qu'il maîtrise un peu le Kung Fu, mais c'est pas du tout expliqué. Revenons-en à Shaolin Soccer. Dans ce film, dès les premières minutes, Stephen Chow nous démontre un lien entre un coup de pied de Bruce Lee et comment ça pourrait être utile pour faire du foot. Et par la suite, le talent du héros n'est qu'une force brute, et il doit s'entraîner pour être plus précis et pour pouvoir la transposer dans le sport. Dans le même film, on a aussi une leçon sur le travail d'équipe et le collectif, mais c'est une leçon tirée par le héros après une évolution visible de son personnage. L'équipe derrière Kung Fu Dunk n'a pas compris comment ça fonctionnait dans Shaolin Soccer, et les mecs se sont juste dit que si ça marchait avec le foot, alors ça devait bien marcher avec le basket. Ce qui est souvent une mauvaise idée, n'est-ce pas messieurs ? Pour continuer mon analyse, je vais devoir vous expliquer rapidement le contexte historique et géopolitique de Taïwan, parce que mes vidéos sont avant tout basées sur le fun. Vous savez peut-être que l'île de Taïwan a un statut semi-autonome, elle a son gouvernement propre, mais la Chine la considère comme un territoire chinois rebelle. Par conséquent, peu de pays reconnaissent l'indépendance de l'île, histoire de ne pas couper les ponts politiques et commerciaux avec la Chine. Pour comprendre comment on en est arrivé là, on va revenir à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Le Japon, grand battu, rend à la Chine l'île de Taïwan qu'il a occupée depuis le début du siècle. Le territoire retrouve donc la métropole, juste à temps pour la reprise de la guerre civile qui voit le Parti communiste se rebeller contre le KMT, le parti nationaliste au pouvoir. Quand les maoïstes renversent les nationalistes en 1949, ceux-ci fuient le continent pour se réfugier à Taipei, sur l'île de Taïwan. A partir de là, les deux partis vont revendiquer le contrôle de la totalité du territoire. Le gouvernement de la République de Chine est exilé à Taipei, et les communistes, à Pékin, créent la République populaire de Chine. Cette impasse dure quelques années, puis de plus en plus de pays se voient obligés de reconnaître la République populaire de Chine, et d'ignorer les revendications du KMT. C'est ainsi que les Nations Unies excluent la République de Chine en 1971, au profit du nouveau gouvernement à Pékin. Je précise, je suis loin d'être spécialiste et je vous la fais courte. Bien qu'esselée politiquement, l'île va devenir une nation à part entière, notamment grâce à son miracle économique, un gouvernement totalitaire affaibli, et une nouvelle génération qui voit en Taïwan sa seule patrie. Dans les années 90, les relations entre Pékin et Taipei se détendent un peu, et c'est comme ça qu'on se retrouve avec la situation actuelle. Si Taïwan n'a jamais officiellement réclamé son indépendance et que la Chine ne recherche pas activement à récupérer l'île, leurs relations restent compliquées. Je vous fais ce mini-cours accéléré parce que ça va m'aider à expliquer l'état actuel du basket et du cinéma sur l'île de Taïwan. Par exemple, le basket est devenu un sport majeur sur l'île uniquement à partir de 1949, quand l'armée de la République de Chine l'a apporté lors de sa fuite. J'imagine que la balle orange était déjà arrivée sur Taïwan avant ça, mais j'ai rien trouvé là-dessus et je vais pas m'avancer plus que ça.
Bref, puisque le parti nationaliste voyait encore Taïwan comme un refuge temporaire, le sport n'a pas bénéficié d'institutions officielles. Il n'y avait pas de championnat, mais simplement quelques tournois nationaux et le basket est resté purement amateur jusqu'en 1963. C'est à cette date qu'on observe la première structuration, avec des équipes créées en lien avec des entreprises, un modèle encore présent dans le championnat actuel. Alors que la Chine communiste prend position sur l'échiquier mondial, la FIBA exclut la République de Chine en 1974, 3 ans après la décision similaire de l'ONU. Le basket taïwanais se retrouve totalement isolé, puisque les clubs et l'équipe nationale ont l'interdiction absolue de jouer contre des équipes des autres pays membres. Cela prend fin en 1981, après de dures négociations. La République de Chine peut réintégrer la FIBA, mais uniquement sous un autre nom, Taipei chinois, un autre drapeau, qui assimile les anneaux du drapeau olympique, et un autre hymne. Poussé par l'essor du baseball professionnel sur le territoire et la renommée mondiale du basket dans les années 90, merci Michael, merci David, le basket taïwanais tente de se professionnaliser et un championnat, la Chinese Basketball Alliance, est créé en 1994. Malheureusement, écrasé par la concurrence du championnat chinois qui lui chipe ses meilleurs joueurs et même sa meilleure équipe, la CBA mourra au milieu de sa 5e saison. Un nouveau championnat, la Super Basketball League, lui succède en 2003, mais il n'est que semi-professionnel et souffre des mêmes maux que son prédécesseur, à savoir un manque d'infrastructures, un amateurisme latent dans le management, un temps de jeu bouffé par des Américains de 3e zone et un championnat plus fort en Chine. De son côté, le cinéma n'était pas vraiment développé sur l'île de Taïwan à l'arrivée de la République de Chine. Sous l'occupation japonaise, les films proposés étaient surtout de la propagande et très peu étaient produits sur place. Après son exil en 1949, le parti nationaliste ne pensait qu'à une chose, renverser le parti communiste et revenir à Pékin pour gouverner toute la Chine. Dans cette guerre idéologique, il imposait une censure et une propagande très forte sur la culture et donc sur le cinéma. Toutes les décisions du gouvernement étaient prises dans un état d'esprit d'opposition absolue, souvent au détriment du bon sens économique ou de la volonté artistique. C'est ainsi que le cinéma taïwanais a végété dans les années 50, 60 et même 70 en essayant de s'adapter aux décisions capricieuses du gouvernement. Mais c'est dans les années 60 que la situation va commencer à se décanter. La propagande recule un peu et on commence à voir un véritable cinéma d'art et d'essai. Puis au début des années 80 naît le nouveau cinéma taïwanais, un mouvement de jeunes réalisateurs inspirés notamment par le cinéma européen, dont les films, très réalistes, vont s'intéresser à la vie des Taïwanais. Ce mouvement va laisser sa place dans les années 90 à la deuxième nouvelle vague, qui conserve les principes du nouveau cinéma avec plus d'ambition et la volonté d'être plus accessible au public. C'est à ce moment qu'émergent des cinéastes comme Ang Lee ou Hu Shaoshen, qui vont rencontrer un succès mondial. Enfin, depuis peu, le gouvernement taïwanais essaye d'attirer les grosses productions étrangères et des films comme L'Odyssée de Pi, Lucie, L'Enquête, par souci d'authenticité, ou plus récemment Silence, sont venus tourner une partie ou la totalité de leurs images à Taïwan. Le problème, c'est que cette ambition et ces réussites sont arrivées bien trop tard. Ang Lee a déclaré en 2013 que le cinéma taïwanais manquait grandement de structure, et il n'a pas tort. Le cinéma a été délaissé par le gouvernement pendant 2 ou 3 décennies, et Hong Kong et les États-Unis en ont profité pour envahir le marché et pour étouffer les sociétés locales de production, de distribution et d'exploitation. Un petit exemple, encore aujourd'hui, le box-office taïwanais n'est pas fiable parce que personne n'a mis en place un comptage cohérent sur l'ensemble du territoire. La propagande d'État a pris fin uniquement en 2006 et les tensions politiques avec la Chine continuent de freiner la progression de l'industrie. Les récents investissements chinois à Hollywood peuvent être utilisés comme un lobby politique et Pékin ne se dérange pas de blacklister des artistes taïwanais alors que la Chine est leur marché étranger le plus important. Bref, c'est la grosse merde. On peut observer des traces de toutes ces histoires dans la production de Kung Fu Dunk. Kevin Chu a débuté sa carrière quand le cinéma taïwanais faisait sa révolution, et selon lui, l'idée du film lui est venue dans les années 90, au moment où la NBA conquérait le monde entier et où le basket pro faisait ses premiers pas à Taïwan. Il a aussi déclaré qu'avec ce film, il voulait montrer que le cinéma taïwanais pouvait s'exporter. Le film a d'ailleurs bénéficié du plus gros budget dans l'histoire du cinéma local, à savoir 10 millions de dollars. Sauf que pour faire briller son pays à l'international, le réalisateur a dû recruter un mec célèbre pour sa musique, ainsi qu'une actrice et un scénariste hongkongais, utiliser une société d'effets spéciaux venant de Chine et se servir d'une boîte de production basée elle aussi à Hong Kong. Parce qu'il n'y avait pas tellement le choix. Pareil, je pense que l'action se déroule à Shanghai parce que le championnat taïwanais est pas super développé. Il n'y a que 7 équipes chez les hommes et 4 chez les femmes qui jouent dans des petites salles vides. Sa version universitaire est a priori inexistante. Il y a bien un championnat lycéen qui existe depuis 1988 et qui fait un carton total et qui mérite sûrement un film en soi, mais va faire passer Jay Chou pour un mec de 17 piges. Maintenant, tout n'est pas pourri non plus. On commence à voir percer à Hollywood des artistes taïwanais ou d'origine taïwanaise.
Par exemple, Justin Lin a réalisé la moitié des Fast and Furious, Star Trek sans limite et 2 épisodes de la saison 2 de True Detective. En plus, une rumeur le met au rênes de la suite éventuelle de Space Jam, et il a dirigé un court-métrage intitulé La Révolution des Iguodala, qui ne parle malheureusement pas d'un type qui essaye d'échapper aux Sixers. Toujours chez les réalisateurs, on peut observer la magnifique filmographie de John M. Chu, Sexy Dance 2, Sexy Dance 3, le documentaire sur Justin Bieber, G.I. Joe Conspiration, Jem et les hologrammes et Insaisissable 2. L'actrice Constance Wu est célèbre pour la série Fresh Off the Boat, qui raconte d'ailleurs l'histoire d'une famille taïwanaise arrivant aux États-Unis dans les années 90. Je n'ai jamais regardé cette série, mais plein de gens bien disent qu'elle vaut le coup, alors jetez-y un coup d'œil. Pour ce qui est du basket, je ne peux pas ignorer Jeremy Lin, actuellement au Brooklyn Nets et qui a connu son heure de grande gloire en février 2012. Jusque-là quasi anonyme, le meneur transforma les New York Knicks en tête d'affiche l'espace de 12 matchs. Son frangin, Joseph Lin, est revenu à Taïwan et joue pour Fubon dans la SBL, tandis que Jeff Wu est devenu le premier Taïwanais à jouer en NCAA. Sur la scène internationale, Lil joue toujours sous le nom de Taipei chinois et fait régulièrement des performances correctes dans le championnat d'Asie, chez les hommes comme chez les femmes. Le pays a même participé au championnat du monde des moins de 17 ans masculins l'an dernier en Espagne et aux mondiaux des moins de 19 ans féminines en 2015 en Russie. Donc voilà, il y a de l'espoir, d'autant que le gouvernement semble prendre conscience des retards qu'il a pris et des bienfaits que peut avoir un rayonnement à l'international à travers le sport et le cinéma. Il existe malheureusement beaucoup de pays dans lesquels le basket et le cinéma ont beaucoup de mal à dépasser les frontières, malgré des histoires aussi complexes que passionnantes. Taïwan est un de ces pays et j'espère vous en faire découvrir d'autres. On continuera dès le prochain épisode avec un autre pays en galère, la France.